identifier les points, les moments où on perd du temps. On va pas s'en rendre compte, mais on va passer par exemple 2 heures sur les réseaux sociaux à rien faire. À un moment donné, contrôlons notre temps aussi en disant « Est-ce que vraiment j'avais besoin de passer 2 heures sur les réseaux sociaux ?» Bonjour, bienvenue dans Business Lab, le podcast, l'émission qui scanne l'entrepreneuriat. Chaque semaine dans Business Lab, nous abordons un thème clé de l'entrepreneuriat avec un entrepreneur ou un expert à nos côtés. Vous êtes chaque semaine de plus en plus nombreux à nous écouter. Un grand merci à tous. Et notamment à #Green qui nous a laissé 5 étoiles et ce commentaire. Je cite « Un podcast parfait pour les entrepreneurs. 5 étoiles pour la qualité de l'interview, les questions, les informations relatives aux aides, concours et tout ce que peut rencontrer une ou un entrepreneur dans son parcours entrepreneurial. Bravo et merci. Merci à toi #Green. Et si vous aussi vous voulez réagir ou nous encourager, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire. Je les lis tous. Vous le savez, Business Lab, le podcast, consacre tout le mois de mars à l'entrepreneuriat féminin. Selon un sondage mené par Opinionway pour France Active et BPI France, 34% des femmes interrogées estiment qu'entreprendre implique plus de contraintes horaires et d'implications personnelles qu'une activité salariée. Alors comment concilier vie professionnelle et vie privée quand on est à la fois femme, entrepreneur et mère de famille ? J'en parle avec mon invitée, qui est elle-même entrepreneur à la tête de 2 activités, mais également maman de 4 enfants. Bonjour Nathalie Grimaud-Morvillier. Bonjour Pamela. Bienvenue. Merci, ravie d'être ici, ravie de m'avoir invitée. Merci à vous. Alors comme je le disais en introduction, on va se tutoyer. Comme je le disais en introduction, tu as 3 casquettes. Alors tu es consultante à ton compte depuis une dizaine d'années en marketing digital. Tout à fait. Tu as cofondé il y a maintenant presque 2 ans, en septembre 2019, Maman Digital, donc une start-up, une société que tu as cofondée, et tu es aussi maman de 4 enfants qui sont pas si grands que ça. Hein. Je crois que l'aîné a 14 ans. Exactement, l'aînée est en 3e et la petite dernière est à 5 ans, donc elle est même pas encore au CP. Et entre-temps, j'ai donc ma fille qui est en 6e et mon 3e qui est en CE1. Donc encore des petits bouts de chou quand même. Oui, un petit peu quand même. Alors à toi toute seule, tu brises le cliché qui voudrait qu'on puisse pas être maman et entreprendre. Donc comment tu fais ? C'est un peu la question que je me pose. En tout cas, en préparant l'émission, je trouve que tu as du mérite puisque c'est pas forcément facile de se lancer dans l'entrepreneuriat quand on est mère de famille. Et je voulais savoir, Nathalie, toi, tu as toujours eu envie d'entreprendre ? Alors pas du tout, en réalité, et effectivement ça a été longtemps d'ailleurs un frein. J'ai été pendant plusieurs dizaines d'années salariée dans différentes entreprises en marketing digital et malheureusement chaque grossesse ou chaque retour de congé maternité, j'ai eu un souci avec l'entreprise ou à mon retour. Donc au bout d'un moment, je me suis quand même dit c'est pas possible. J'ai toujours voulu travailler, j'ai toujours voulu avoir une carrière. J'ai été éduquée aussi dans cet état d'esprit avec un papa qui était quand même très féministe et qui disait les femmes peuvent avoir la même carrière que les hommes. Et à chaque fois, je me retrouvais en fait bloquée. Donc c'est ce qui m'a amenée finalement à me lancer en me disant que en me lançant, je ne dépendrai plus d'un manager ou d'une entreprise et que je pourrais vraiment travailler à mon compte. Donc ça s'est fait sur 10 ans quand même, parce qu'au début j'étais en part-time, etc. avant de me lancer finalement à 100% en 2017. Donc l'étape a été assez longue. Donc tu t'es lancée pour vraiment créer ton propre emploi et être indépendante directement, quoi. Exactement, pour être indépendante et puis aussi pour pouvoir gérer justement ma famille nombreuse et mes horaires. Donc j'ai pas forcément des horaires de travail qui sont, je dirais, habituels. Hein. Je travaille pas forcément de 9h à 18h sur site. Déjà, je travaille de chez moi. Donc la gestion vie de famille, vie pro. Donc on est en plein dedans. Elle est plus simple parce que je peux aller chercher mes enfants à l'école ou les amener à l'école ou les finalement gérer mon emploi du temps pro avec mon emploi du temps de maman. Et effectivement, du coup, j'adapte aussi mes horaires de travail par rapport à ma vie personnelle, en fait, à ma vie familiale et aux obligations de maman
pour être présente aussi au quotidien auprès des enfants. On va revenir sur ton organisation et comment tu concilies vie pro, vie perso. Mais avant ça, je voulais savoir, on disait tout à l'heure que tu as fondé Maman Digital en 2019, mais concrètement, Maman Digital, qu'est-ce que c'est ? C'est une très très bonne question et c'est parti de ce constat-là, de ma propre expérience, c'est-à-dire 4 enfants, 4 problèmes. Un retour de congé maternité, c'est mieux que le loto, on gagne à chaque fois. Les problèmes, c'est pas tes enfants, c'était la situation dans l'entreprise. Exactement, oui, et c'est pour ça que j'en rigole aujourd'hui après coup, mais sur le moment, je rigolais pas en me disant mais qu'est-ce qui m'arrive ? J'ai juste fait un enfant et tout d'un coup, je suis considérée comme une paria parce que j'ai été absente pour un congé maternité. Et tu le payais cher. C'est ça. Et donc en fait, je suis partie de ce constat-là et du constat aussi que je voulais travailler. Donc je voulais pas être soit maman au foyer, soit businesswoman, mais ne jamais voir mes enfants. Pour moi, être maman et professionnelle, c'est quelque chose qui peut totalement se faire aujourd'hui, et notamment grâce au digital. Grâce au digital. Et grâce au métier du digital. Et donc, partons de ce constat-là, on a décidé de monter en France donc Maman Digital. Quand tu dis on, ça veut dire que tu es entourée d'associés ? Oui, tout à fait. Nous sommes 3. Donc, j'ai 2 associés espagnols, Billy et Franck, qui d'ailleurs ont créé Mamis Digitales avant moi. Et donc, en fait, en France, on a décidé de développer ce concept-là. En partant du principe que les mamans pouvaient continuer à travailler, à se former à des métiers du digital. Donc, notamment, on les forme et on les accompagne sur toute leur reconversion pour devenir community manager freelance. Okay. Et ensuite, elles peuvent travailler de chez elles, sur leurs propres horaires, pour des clients, tout en gérant au quotidien leurs enfants. Donc, c'est vraiment le concept de Maman Digital, de permettre aux femmes de continuer d'avoir une carrière, de continuer à avoir une activité professionnelle, tout en ne délaissant pas sa famille ou se dire je délaisse ma carrière pour m'occuper de mes enfants. Voilà, de pouvoir tout faire finalement. Et le modèle économique de Maman Digital, c'est quoi ? C'est de la formation, c'est ça ? Exactement, c'est une formation qui est 100% dématérialisée, donc on utilise justement le digital grâce à une application mobile, à un groupe Facebook, etc. Donc, elles ont 12 semaines de formation. Et ensuite, on voulait pas les lâcher parce que moi, je suis aussi formatrice professionnelle et je trouve que c'est très frustrant à la fois pour les stagiaires et pour le formateur de faire la formation puis de pas ne savoir ensuite si la formation a abouti à quelque chose. Donc, on les suit ensuite. Exactement. Donc, on a régulièrement des échanges avec elles. Il y a un groupe privé d'échange avec toutes les mamans digitales sur Facebook. Et on continue à partager leurs réussites, à discuter avec elles, à répondre à leurs questions. Ouais, une vraie communauté qui se crée. Exactement, tout à fait. Alors, on va revenir sur Maman Digital et un peu la genèse du projet. Mais juste avant ça, en fait, chaque semaine, je demande à mon invité de me donner sa vision de l'entrepreneuriat en 3 mots. Alors toi, Nathalie, qu'est-ce que ça t'inspire, l'entrepreneuriat et plus particulièrement, comme on est en mars là, l'entrepreneuriat féminin ? Exactement, oui. Effectivement, c'est le mois dédié aux droits de la femme. On a bien évolué en France. Je dirais, premièrement, en fait, conciliation. Alors, c'est pas forcément 3 mots, c'est plutôt trois expressions, mais conciliation, vie pro, vie perso, indépendance et liberté. Conciliation vie pro, vie perso. Donc, on va l'aborder un petit peu plus longuement. Donc, je le garde un petit peu pour l'instant. Et donc, tu disais indépendance et liberté. Donc, pour toi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment plus de l'indépendance par rapport au monde du salariat ? Tout à fait. Donc, la liberté, tu l'as ressenti comme ça, en fait ? Oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, je peux vraiment travailler sur les horaires qui me conviennent. Par exemple, moi, je suis très productive le soir. Le soir, je peux faire des stratégies, je peux avancer énormément. Et quand j'étais salariée et que j'envoyais ou que je travaillais les soirs, tout de suite, ma direction me dit non, mais attends, il est après 18h ou il est après 20h, tu peux pas travailler. Mais c'est là où je suis le plus productive, où je suis le plus créative. Et donc, j'étais obligée de me brider. Et par contre, le matin, c'est ce que je dis souvent à mes mamans, je suis un peu un diesel. C'est-à-dire que le matin, je fais des tâches qui vont être pas très importante d'un point de vue intellectuel, donc répondre à des mails, etc. Parce que je mets du temps à me réveiller, je mets du temps à être active. Et par contre, en entreprise, à 9h, il fallait que je sois présente, il fallait que je sois 100% en fait déjà active. Oui, c'est ça. Donc aujourd'hui, oui, j'ai la liberté de choisir mes horaires, de choisir quand je veux partir, par exemple, en vacances avec mes enfants, de choisir de les accompagner à une activité sportive. Ça m'est déjà arrivé, par exemple, de rester au cours de tennis de mes petits
bon, avant confinement, hein, bien sûr, avant toute cette crise, et d'avoir mon ordinateur portable avec ma connexion téléphone et de bosser tout en les regardant s'échanger 3 balles. D'accord. Okay. Ça, je peux pas le faire quand je suis salariée, en fait. Ouais. L'entreprise ne comprend pas, même si derrière le travail est produit. Donc tu as trouvé dans l'entrepreneuriat une souplesse et une organisation bien à toi, en fait, c'est ça? Exactement, tout à fait. Justement, à travers ton expérience, on va essayer d'aborder, de voir un petit peu les idées reçues autour des mompreneurs, puisque c'est comme ça qu'on appelle aussi les mamans qui entreprennent, les mamies entrepreneurs, les mompreneurs. Alors, la première idée, c'est qu'il est difficile d'entreprendre quand on est maman. Dans le sens de se lancer, d'être accompagné, de trouver une oreille attentive. Et toi, qu'est-ce que tu en penses de cette idée reçue? Comment tu l'as vécu quand tu as décidé de te lancer à temps plein, à 100%? C'est vrai qu'on peut croire, et souvent d'ailleurs, ce qu'on voit en termes journalistiques, en termes d'image, c'est que les femmes ont plus de difficultés à se lancer. De mon côté, j'ai pas ressenti cette problématique, d'une part parce que mon activité demande pas beaucoup d'investissement financier. Donc j'étais en capacité de me lancer sans avoir à demander un prêt, sans avoir à me retourner vers une banque ou vers un institut traditionnel. Et d'autre part, le digital, donc quand tu dis ton activité, c'est ton activité de consultante en marketing digital. Exactement, tout à fait. Et d'autre part, j'ai la chance d'avoir un mari qui me soutient à 300%, sans lequel, d'ailleurs, il y a plein de choses que je pourrais pas faire. Mais aujourd'hui, on est une vraie équipe. On est un couple, on est des parents, mais nous sommes aussi une vraie équipe au quotidien. Et donc, il est là pour me soutenir, il est là pour m'encourager sur des moments de doute, sur des moments de démotivation, parce que bien sûr, ça arrive à n'importe quelle personne. Hein. Exactement. Même les entrepreneurs, parfois, sont démotivés, se disent « mais qu'est-ce que j'ai été faire là-dedans ?» C'est vrai, d'ailleurs, on parle souvent de la solitude de l'entrepreneuriat. Et justement, c'est une force, en effet, d'avoir un partenaire qui peut comprendre ce que tu vis et te booster, en fait. Tout à fait, tout à fait. Et il est très, très bon là-dedans. Il arrive toujours à trouver les mots justes pour lorsque je suis un peu, démotivée ou que je me dis, oh là, j'en ai marre. Il me dit, mais attends, regarde ce que tu fais. Voici. Il trouve toujours tous les mots qui permettent vraiment de me rebooster et de repartir à 300%. Donc tu as la chance d'avoir un mari coach, c'est génial. Exactement. L'une des autres idées reçues, c'est qu'il est difficile de vivre de son activité. Alors qu'est-ce que toi tu observes autour de toi et comment aussi ça se passe pour les mamans digitales que tu accompagnes, que tu formes? C'est vrai que peut-être dans certains domaines d'activité, il est difficile d'en vivre. Aujourd'hui, le digital, c'est un secteur qui recrute énormément, quels que soient les métiers en fait, qu'on soit développeur, qu'on soit community manager, qu'on soit business analyst, qu'on soit traffic manager, enfin c'est un métier qui recrute énormément. Il y a énormément de métiers, oui. Exactement, de nouveaux métiers, des métiers qu'on apprend à faire en même temps qu'ils se développent en réalité, comme le cas de community manager qui n'existait pas il y a grosso modo 15 ans puisque Facebook n'existait pas lui-même. Donc en fait, c'est un secteur qui est très actif, sur lequel il y a énormément de demandes de CDI, mais également de demandes en freelance. D'accord. Personnellement, j'ai jamais ressenti de problématique à trouver des clients intéressés par mes prestations. Aujourd'hui, les mamans que je forme en community management, j'ai aussi un des points que je mets en avant, c'est qu'aujourd'hui la demande en community management est d'autant plus depuis un an, avec la problématique de la crise sanitaire, du confinement, etc. Et énormément. Enfin, c'est un poste sur lequel il y a énormément de demandes parce que beaucoup de commerçants qui jusqu'à présent disaient non, mais moi le digital ça m'intéresse pas, se sont retrouvés en plein confinement avec des activités à modifier. Et une problématique de comment je communique auprès de mes potentiels clients qui ne peuvent plus venir en magasin. D'accord. Par le digital, les réseaux sociaux. Mais est-ce que ça suffit pour en générer un salaire pour en vivre? Est-ce que toi, par exemple, au bout de combien de temps tu t'es versé un salaire? Je me suis versé un salaire assez rapidement.
Après, comme je te l'ai dit, en fait, j'ai passé quand même une période où j'étais à la fois en poste et à la fois je développais en fait l'activité. D'accord. Donc c'était du plus, mais donc, très rapidement. Tu as commencé en auto-entrepreneur. Exactement, mais très rapidement, j'ai pu en fait me verser un salaire. Aujourd'hui, les mamans conformes, on les accompagne. Alors, on les accompagne sur le métier de community manager avec toutes les techniques, mais on les accompagne aussi sur la partie administrative et sur la partie commerciale. Parce que moi, de son activité, c'est aussi ça qui pêche. Exactement. Aussi pour beaucoup d'entrepreneurs. Et ben c'est exactement ce que je leur dis. Vous pouvez être la meilleure community manager du monde. Si vous ne savez pas vendre vos prestations et expliquer à vos clients, personne ne le saura en fait. Donc, il y a aussi toute cette partie-là. J'ai des mamans d'ailleurs qui ont plus confiance en elles et qui se lancent très rapidement et qui au bout de 1 mois, 2 mois après la formation en vivent complètement. J'ai des mamans. Et c'est quoi le secret alors pour en vivre ? Se lancer, ne pas avoir peur de passer à l'action. J'ai plein de mamans qui malheureusement aujourd'hui, alors des mamans qui sont dans la communauté ou des mamans avec qui je discute, pas forcément que de la communauté, qui ont un déficit de confiance en elles énorme. Comme si elles étaient incapables, comme si on leur avait rabâché peut-être pendant toute leur enfance, pendant toute leur vie d'adulte, qu'elles n'étaient pas capables de faire, qu'elles n'étaient pas capables d'en vivre, etc. Et du coup, elles ont intégré ces croyances limitantes. Exactement. Et qui du coup ont énormément peur d'échouer. Et du coup, la peur de l'échec les immobilise complètement en disant je fais rien, comme ça, j'ai pas de risque d'échouer. Mais à un moment donné, on échoue tous. Il arrive à n'importe qui, même les plus grands entrepreneurs, d'avoir pris une décision qui n'était pas la bonne et d'avoir dû faire marche arrière ou d'avoir dû réadapter finalement leur stratégie pour pouvoir se sortir d'une mauvaise passe. Donc en fait, il faut pas avoir peur de l'échec, puisque si on ne fait rien, de toute façon, il se passera rien. Exactement. Donc moi, je leur dis, allez-y. De toute manière, si votre client votre prospect vous dit non, ça m'intéresse pas, vous aurez déjà appris. Et demandez-lui à chaque fois, c'est un point important que je vois avec les mamans, je leur dis à chaque fois, demandez à votre client pourquoi il vous a pas pris. Pour avoir des feedbacks. Exactement, pour pouvoir identifier et réadapter votre discours, votre proposition commerciale, etc. Mais au bout d'un moment, on va démarcher un premier client, un deuxième client, un troisième client, etc. Mais au bout d'un moment, il y a bien quelqu'un qui va nous dire allez go, c'est parti, parce qu'on se sera amélioré dans notre démarche commerciale et dans la perception que l'on va donner aussi à la personne en face. Et une maman community manager, ça gagne combien ? Enfin, c'est quoi les tarifs ? Enfin, si tu dis qu'on en vit, on peut espérer en attendre combien ? C'est très variable déjà d'une maman à l'autre, puisque là, elle se lance en freelance. Ouais. Donc, c'est vrai que certaines mamans vont juste vouloir travailler quelques heures par semaine. Oui, d'accord. Pour avoir un complément. Oui, d'accord. Parce qu'il y a différentes cibles. Exactement. Ça peut être aussi du complément d'activité. Et ce sont des mamans, alors, qui n'ont pas forcément de background dans le digital. Vous les formez totalement. Ouais. Je n'ai que 15% des mamans qui viennent soit du secteur du digital, soit du secteur du marketing, soit du secteur du commercial. D'accord. Donc, en fait, j'ai beaucoup de mamans qui ne viennent pas, qui viennent de secteurs, par exemple, comme la santé, comme tout ce qui est école, administratif aussi, comptabilité, enfin plein de secteurs finalement qui n'ont rien à voir. Mais on leur explique vraiment tout. Donc pour revenir, certaines vont dire voilà, moi je veux travailler que quelques heures, donc elles peuvent gagner 500, 800, 1000 euros par mois, facturés, pas gagner, parce qu'après il y a la déclaration d'impôt quand même, c'est important. Faut pas confondre chiffre d'affaires. Exactement. Et ensuite, j'ai des mamans qui souhaitent vraiment travailler un temps plein. Aujourd'hui, j'ai des mamans qui facturent entre 3 et 5 000 euros par mois. Donc qui ont vraiment des bons revenus. Mais bien sûr, rien ne se fait sans effort. C'est-à-dire, c'est ce que je leur dis, restez pas dans votre canapé, parlez-en autour de vous. Les premières opportunités sont autour de soi bien souvent. Parlez-en à vos commerçants quand vous allez les voir, à votre coiffeur, à votre esthéticienne. Et souvent, d'ailleurs, quand on en parle comme ça, c'est là où on a les meilleures opportunités. Donc, développer son réseau, on revient encore au réseau, en fait. Exactement. Alors, l'une des autres idées reçues, peut-être surtout si on sort aussi du digital, pour tous les entrepreneurs qui ont une vie de famille, c'est comment la concilier avec la vie professionnelle. Ça, c'est une vraie question. Et toi qui as 4 enfants, comment tu fais ? Comment je fais ? Effectivement, au quotidien, il y a des jours qui sont plus faciles que d'autres. Je vais pas le cacher, mais globalement, comment je fais ?
J'ai arrêté de définir des horaires pendant lesquels je travaille, des horaires dédiés à ma famille. Parce que souvent, justement, on se dit alors de telle heure à telle heure, du lundi au vendredi, c'est dédié à entreprise et puis ensuite c'est dédié à la famille. Non, si je dois travailler le soir ou le week-end, peu importe, je travaille. Et si à contrario, la semaine, je dois emmener ma fille à la piscine avec sa classe, eh ben je prends ce temps personnel pour le faire et je suis pas disponible pour mes clients. Donc en fait, aujourd'hui, j'ai plus de barrière entre vie pro et vie perso. D'accord. Et ta vie perso n'en souffre pas ? Non, parce que je profite aussi de moments que je n'aurais pas pu avoir. Par exemple, quand j'emmène mes enfants le mercredi au tennis, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant. Ou quand j'emmène ma fille à la piscine avec sa classe, c'est quelque chose que je ne faisais pas avant parce que j'allais pas prendre une demi-journée pour emmener 2 heures, une classe. Et aujourd'hui, je peux me permettre de le faire. Donc en fait, j'ai des moments finalement dans l'espace traditionnel de travail que j'utilise pour ma vie personnelle. Et j'ai des moments de l'espace personnel habituel que j'utilise pour mon travail. Et est-ce que tu vois une différence entre maman salariée et maman entrepreneur ? Est-ce que ta vie je vois que tu m'as parlé de ta souplesse et du coup que tu peux gérer ton temps plus facilement, mais en termes de charge de travail. J'ai toujours été quelqu'un qui travaille beaucoup. Ce qu'on catégorise en fait en travaillomane. C'est pas forcément un beau terme, mais voilà, j'ai toujours été quelqu'un qui travaille. La working girl qui fait limite passer sa carrière avant. C'est exactement. Ça ? Et c'est vrai que quand j'étais salariée, ça m'arrivait souvent qu'on me charge, on chargeait la mule parce qu'on savait que de toute façon le rendu allait être là en temps et en heure. Donc je travaillais finalement beaucoup plus parce que je travaillais pendant les heures de bureau, puis souvent le soir, souvent le week-end, etc. Aujourd'hui, je dirais pas que je travaille moins, mais je dirais que je travaille mieux. Déjà parce que j'ai moins de perte de temps. En entreprise, malheureusement, on a quand même souvent la réunionnite aiguë en France. C'est vrai. Des réunions qui ne sont pas préparées, sur lesquelles il n'y a pas d'ordre du jour, desquelles on ne sort pas en fait des plans d'action à réaliser. Donc aujourd'hui, ne serait-ce que ce temps de réunion, je le garde parce que je fais vraiment des réunions avec des clients ou avec mon équipe digitale productive. C'est-à-dire, on a un ordre du jour, on se voit pour un sujet en particulier, on le traite et ensuite chacun repart avec ce qu'il doit faire. Tu t'appuies sur des outils pour t'organiser, des outils de productivité. Est-ce que tu as des bons plans, des conseils à nous prodiguer ? Tout à fait. Alors, on a un outil qu'on partage avec mon mari. Qui s'appelait avant Wonderlist, qui a été racheté en fait par Microsoft et qui permet d'établir tout ce qu'on doit faire aussi bien pro que perso. Donc on sait par jour, par exemple, emmener le petit chez le pédiatre. Alors parfois ça va être tailler la haie. Donc c'est un outil de gestion de la vie familiale. Et mes grands, donc les 2 grands, puisque les petits sont encore un peu petits, mais les 2 grands qui ont un téléphone portable ont cette application sur leur téléphone. On fait beaucoup participer aussi les enfants aux tâches de la famille. Ça, c'est aussi quelque chose qui permet de se libérer du temps aujourd'hui. Et je le faisais pas quand j'en avais qu'1 ou 2. Et aujourd'hui, avec 4, ma petite de 5 ans, elle sort, par exemple, la vaisselle, elle l'arrange du lave-vaisselle, elle met la table, elle plie les affaires. Enfin, voilà, des petites tâches comme ça. Ah oui, tu les responsabilises dès le plus jeune âge, en fait. Oui, mais je le faisais pas quand j'en avais qu'1 ou 2. Ouais. Depuis qu'on en a 3 et 4, on s'est dit non. Là, il faut qu'ils participent. Et donc, les grands, dans cet outil-là, ont aussi leurs tâches. Donc, ils savent que, par exemple, ils doivent sortir la poubelle, qu'ils doivent mettre la table, qu'ils doivent débarrasser la table, passer l'aspirateur dans la cuisine, etc. Donc, à chaque fois, c'est 5 ou 10 minutes, mais 5 ou 10 minutes multipliées par 6 tâches, ça fait déjà 1 heure, en fait, 1 heure de gagner pour faire autre chose. Et ça te libère aussi du temps de cerveau, j'ai envie de te dire, pour te libérer de la charge mentale. Exactement. Parce que on sait que les femmes passent encore beaucoup plus de temps que leurs conjoints à s'occuper de la vie familiale, à s'occuper des tâches ménagères. Donc ça aussi, c'est du temps en moins sur son activité. Tout à fait. Mais par contre, c'est vrai que dans le mode de fonctionnement chez nous, finalement, c'est plus mon mari qui a cette charge mentale au quotidien que moi. Parce qu'il y a quelques années, il a décidé de prendre un congé parental. Donc, on a basculé la charge mentale chez lui. D'accord. Aujourd'hui, c'est resté chez lui plus que chez moi. C'est lui qui fait les courses. Okay. Il fait quand même beaucoup, beaucoup de choses. C'est pour ça que je parle d'une vraie équipe. Parce que
par moment, quand les enfants étaient plus petits, effectivement, il bossait beaucoup, donc c'était plus moi qui avais cette charge. À un moment donné, il a décidé de prendre un congé pour pouvoir voir les enfants grandir parce qu'il regrettait justement de pas les voir. Donc on a basculé, mais ce travail peut se faire que si on est une vraie équipe au quotidien. Sinon, effectivement, c'est compliqué. La maman a toute la charge mentale. À un moment donné, on peut pas tout gérer. Il faut vraiment se reposer sur son conjoint et lui faire confiance aussi. Que c'est pas toujours évident de lâcher en disant ça va pas être fait comme moi je veux que ça soit fait. C'est pas grave. C'est fait, c'est le principal. Oui, c'est clair. Mais justement, ça me fait rebondir sur une question qu'on a reçue. Alors, je vais commencer par celle d'Amanda qui habite Ivry, qui dit « Je suis maman solo de 2 enfants, donc elle est célibataire, elle n'a pas forcément cette chance de pouvoir s'appuyer sur un conjoint ou sur sur un conjoint coach, mais j'aimerais me lancer, mais les aspects sécuritaires et financiers de l'entrepreneuriat me font peur. Comment ton invité gère-t-elle cela? Mais bon, toi, tu n'es pas solo, donc... J'ai des mamans dans la communauté. J'ai beaucoup de mamans qui sont mères célibataires. Certaines, un grand nombre qui ont d'ailleurs beaucoup d'enfants, puisque j'ai des mamans qui sont célibataires avec 5 enfants, avec 4 enfants, avec 3 enfants, donc famille nombreuse, qui se sont lancées. Je pense qu'il faut, d'une part, vraiment se faire confiance, se dire qu'on est capable d'eux et arrêter de s'auto-flageller sur tous nos défauts. De toute manière, on a toutes des qualités, on a toutes des défauts. C'est comme ça. Donc, autant s'appuyer vivre avec nos défauts, essayer de s'améliorer, mais arrêter de se flageller parce que je suis trop grosse ou parce que je suis pas assez jolie ou parce que je ne sais quoi. Et avançons, en fait. Mettons-nous en action et avançons. Ces mamans-là, aujourd'hui, arrivent justement mieux à gérer toutes les mamans qui sont célibataires, et notamment les mamans de familles nombreuses, arrivent mieux à gérer. Je discutais la semaine dernière avec une maman donc qui est célibataire, qui a 4 enfants, qui me dit là aujourd'hui j'ai mon petit qui est malade, j'ai la maîtresse du grand qui était absente et j'ai également en fait le grand, donc elle en avait 3 sur 4 et j'ai le grand qui devait faire son stage, mais avec le confinement c'est tombé à l'eau donc je l'ai à la maison. Elle a pu quand même travailler pour ses clients tout en gérant ses enfants à la maison. Sinon, en entreprise, elle aurait dû poser une journée, ça aurait peut-être posé problème avec son manager. Enfin, voilà. Aujourd'hui, elle se pose pas la question. Elle dit c'est un peu plus complexe à gérer. Et oui, mais justement, comment au quotidien ça se gère? Alors là, Amanda nous parlait plus de l'aspect financier, puisque quand parfois on n'en vit pas tout de suite, on gagne pas autant que quand on était salarié peut-être. Donc comment tu conseilles, comment tu accompagnes ce cas de figure par exemple? Il y a plusieurs types en réalité de possibilités. Par exemple, la maman est en poste, elle peut négocier son départ, profiter de Pôle emploi, le temps de se lancer. Ça peut être une possibilité. Elle peut se lancer en négociant, par exemple, avec son entreprise, un part-time, donc un temps partiel, qui va lui permettre de se lancer sur 1 journée ou 2 journées par semaine. Comme ça, elle peut tester aussi. Et comme ça, elle teste, tout en ayant la sécurité. Alors, elle aura pas un salaire de 5/5e, mais elle aura quand même un salaire minimum qui lui permettra de subvenir à toutes les factures et à tous les besoins mensuels. On a d'ailleurs, j'ai pas mal de mamans que j'accompagne justement qui demandent un temps partiel pour création d'entreprise. Ouais, d'accord. Donc là, il y a toute une démarche à faire auprès de son employeur. Je trouve qu'aujourd'hui en France, pour avoir vécu moi en Espagne et puis avoir, je dirais, vécu en part-time en Allemagne également, je trouve qu'on est très très bien accompagné pour pouvoir créer sans prendre de risques et pouvoir y aller en fait étape par étape. Est-ce que justement tu connais peut-être des organismes qui proposent des accompagnements spécifiques pour les mères ou pour les femmes? La semaine dernière, on rencontrait l'incubateur Willa, donc qui accompagne les femmes entrepreneurs. Mais est-ce qu'il y a peut-être des groupes spécifiques aux mères, aux mamans entrepreneuses? Aux mamans entrepreneuses, je ne sais pas. Je sais qu'en tout cas, la BGE, en tout cas celle de Lyon, à laquelle j'appartiens, fait vraiment beaucoup de choses pour les entrepreneurs, les accompagne énormément.
est présente régulièrement, fait régulièrement des soirées aussi de networking. Oui, ça c'est important aussi, de pas rester isolé dans son coin avec ses enfants, essayer de gérer et trouver des clients. Exactement. Donc, je sais que la BGE, après, je sais pas si toutes les BGE dans tous les départements sont aussi actives que celle de Lyon et celle de la Nièvre, mais en tout cas, chez nous, elle est vraiment très, très active. On peut trouver aussi des entreprises. Pareil, moi je suis de Bourgogne, hein, donc du coup je connais une entreprise qui accompagne les personnes à se reconvertir, donc à mettre en place justement toutes les actions, toutes les démarches, qui est basée dans Lyon aussi. Parce que les mamans que tu accompagnes, beaucoup sont en situation de reconversion, c'est ça, hein? Elles sont toutes en situation de reconversion, c'est-à-dire qu'elles se sont rendues compte, beaucoup pendant le confinement justement, qu'elles ne voulaient plus vivre comme ça, qu'elles voulaient profiter de leurs enfants et se sont beaucoup posé la question de comment travailler différemment, avec aussi des clients qui ont les mêmes valeurs que nous, parce que parfois l'entreprise n'a pas les mêmes valeurs que nous, mais on est 100% dépendant financièrement de cette entreprise. Donc aller chercher aussi les clients qui nous font vibrer finalement à l'intérieur, pour lesquels on a envie de travailler. Et c'est vrai que ces mamans-là, aujourd'hui, elles sont toutes en reconversion. Certaines plus avancées, bien sûr, que d'autres. Certaines avec plus de peur que d'autres. Mais elles ont toutes ce souhait de pouvoir continuer à travailler tout en gérant au quotidien leurs enfants. Donc, pour revenir à la question d'Amanda, il faut vraiment essayer de voir un petit peu tous les dispositifs qui existeraient autour d'elle, ne pas hésiter à se faire accompagner et même à préparer petit à petit son lancement dans l'entrepreneuriat, le faire pourquoi pas par étapes comme toi tu as pu le faire. Exactement, avec un objectif. Ce qui est bien, c'est de se fixer un objectif, une deadline, donc une date butoir, et ensuite se dire, OK, pour aller à cet objectif, par quel chemin je passe, quelles sont les étapes, à une semaine, à 1 mois, à 3 mois, à 6 mois, un peu comme lorsque on part de Paris pour aller en vacances à Marseille, on va définir son chemin. Est-ce que je prends l'autoroute? Est-ce que je prends la route? Est-ce que je m'arrête? Est-ce que je dors dans un hôtel? Et ben là, c'est la même chose. Il faut avoir en fait ce planning, ce qui va nous permettre de nous mettre en action petit à petit et aussi de nous montrer à nous-mêmes, qu'on est capable, parce qu'on a réussi la première étape, puis la deuxième, puis la troisième, et puis on s'est mis en action finalement sans quasiment s'en rendre compte. Alors vraiment travailler son plan d'action. Je vais prendre une autre question, celle de Maëlle, qui est de Chelles, qui demande, son message c'est le suivant. Je suis maman de 3 enfants, de 3, 5 et 8 ans, et je suis en train de travailler sur un projet de création d'entreprise. Ma vie de maman prend souvent le pas sur mon projet. J'ai une to-do list à rallonge et finalement, je n'arrive pas à avancer sur tout ce que je dois faire. Avez-vous des conseils? Premièrement, responsabiliser les enfants. Il y a 3, 5 et 8 ans. 3, 5 et 8 ans, ils peuvent être responsabilisés. Moi, aujourd'hui, ma fille de 5 ans prend sa douche toute seule depuis 1 an et demi. D'accord. Les grands, alors j'en ai un de 14 ans, une de 10 ans, 7 ans et puis du coup 5 ans. Les grands s'occupent des petits. Par exemple, vont préparer le goûter aux petits ou préparer le petit déjeuner aux petits, etc. Donc responsabiliser les enfants. On a souvent l'impression que les enfants sont pas capables. Ils sont tout bébés, qui peuvent pas mais se non, débrouiller. non, ils sont capables et souvent en plus aux petits âges, parce que quand ils sont adolescents c'est encore autre chose, mais lorsqu'ils jusqu'à 10-12 ans, ils sont très volontaires et ils sont très fiers de pouvoir faire par eux-mêmes. Et aujourd'hui, si je dis à ma fille de 5 ans que je vais lui préparer son chocolat le matin, elle va me faire une crise en me disant mais ça va pas. non, c'est moi qui me prépare. Elle est grande chocolat. Maintenant. Exactement. Donc, premièrement, responsabiliser les enfants. Deuxièmement, je dirais peut-être arrêter de se mettre des barrières. Il faut que la maison soit impeccable. Il faut que tout soit nickel, chrome, rangé. Chez moi, c'est pas nickel, chrome. On vit très bien. C'est pas grave s'il y a un petit peu de bazar, si tout n'est pas rangé à la seconde, si tout n'est pas fait à la seconde. Il faut apprendre à lâcher prise. À lâcher prise sur certains points. Et puis après se dire, OK, qu'est-ce qui est vraiment essentiel? Par exemple, est-ce que c'est essentiel que je repasse les caleçons ou les chaussettes? Je sais que certaines femmes le font. Bon, personnellement, je ne pense pas que ce soit essentiel. On peut les ranger, ça va nous faire gagner du temps. Donc, identifier ce qui est vraiment essentiel, dont on a besoin au quotidien, et ce qu'on peut se passer finalement. Repasser des pyjamas, on peut s'en passer de repasser des pyjamas. Et du coup, identifier ces points-là. Là où on peut gagner du temps.
où on peut gagner du temps. Et un point essentiel aussi, je travaille beaucoup avec certaines mamans justement du club en ce moment sur ça, identifier les points, les moments où on perd du temps. On va pas s'en rendre compte, mais on va passer par exemple 2 heures sur les réseaux sociaux à rien faire. À un moment donné, contrôlons notre temps aussi en disant est-ce que vraiment j'avais besoin de passer 2 heures sur les réseaux sociaux pour voir ce que font mes amis, pour répondre à 3 commentaires, ou est-ce que finalement j'aurais pu n'y passer qu'une demi-heure et consacrer 1h30 à autre chose. On a aujourd'hui, de par les notifications, on a énormément de voleurs de temps. Exactement. Et ça, lorsqu'on les identifie et qu'on arrive à les contrôler, on va gagner beaucoup de temps sur sa journée. Aujourd'hui, il existe des applications. On peut se mettre une application qui va nous permettre de contrôler le temps passé sur chacune de nos applications, de nous mettre une alerte en disant « Ah, là, Nathalie, t'as passé trop de temps sur Facebook. Donc, je bloque l'application jusqu'à demain. » Et ça peut nous permettre de gagner aussi du temps. Mais toi qui formes justement des community managers, donc elles passent beaucoup de temps sur les réseaux sociaux. Ok, c'est professionnel, mais c'est quand même beaucoup de temps. Tu leur donnes des outils justement pour mieux gérer leur temps et gagner en productivité dans leur vie professionnelle, dans leur travail de tous les jours. Tout à fait. Aujourd'hui, je leur préconise une application qui s'appelle Toggle, qui permet, c'est une application qui permet justement de gérer son temps par période prédéterminée. C'est une application qui se base sur la méthode Pomodoro, qui permet de dire pendant tant de temps, par exemple une demi-heure, 3/4 d'heure, je bosse. Donc, je mets de côté mes distractions, le téléphone, les mails, enfin tout ce qui peut être finalement une distraction, et je me concentre à 100% sur ce que je fais. Et puis, au bout du temps, là, j'ai 5 minutes où je peux aller me faire un thé, où je peux aller ouvrir mes mails, où je peux aller naviguer sur Facebook, etc. Donc, je leur conseille effectivement d'utiliser cette application qui leur permet aussi, les premiers temps, de maîtriser le temps qu'elles passent par client. Donc, en fait, la gestion du temps, c'est vraiment clé pour organiser son temps et que ce soit dans la vie perso ou même pro, il faut savoir gérer de manière efficiente son temps. Exactement. Aujourd'hui, dans le métier de community manager, on a aussi un appareil qui est très très utile et qu'on a pour le coup tout le temps avec nous, qui est notre téléphone portable. Donc, on leur apprend aussi tout au long de notre méthodologie à utiliser le téléphone portable. Et parfois, elles me mettent des messages assez marrants donc sur notre club qu'on appelle le club Estime, où par exemple, elles étaient dans la salle d'attente du pédiatre. Le pédiatre avait une demi-heure de retard. Elles en ont profité pour rédiger un post et le programmer. D'accord. Ces temps qui étaient avant des temps morts que l'on perdait, alors on allait lire un magazine dans la salle d'attente du pédiatre, mais bon, c'était histoire de passer le temps. Aujourd'hui, on peut rentabiliser ce temps en travaillant sur des petites tâches depuis notre téléphone portable. Et ça permet aussi d'optimiser finalement son temps de travail et de gagner du temps à certains moments donnés. Et est-ce que le fait d'être maman t'empêche de procrastiner ? Est-ce que tu t'es libérée de la procrastination ou... Non, ça m'arrive. Ça m'arrive effectivement, je sais que j'ai des choses à faire. Pas plus tard que le week-end dernier, je savais que j'avais une vidéo à monter avec ma fille et j'ai attendu le dimanche 17h pour me dire bon là vraiment faut que je la fasse parce qu'il faut qu'elle sorte lundi à 9h, donc j'ai plus le choix. Non, donc, ça m'arrive. Ça t'arrive aussi toujours. Donc, quelles seraient les 5 bonnes habitudes à prendre au quotidien pour améliorer son équilibre vie pro, vie perso ? La première habitude, mais qui est plus une façon de penser, c'est se faire confiance. Se faire confiance et savoir qu'on est capable. Ce sera plus ou moins dur, bien sûr, la vie n'est pas toujours facile, mais on est capable et si on met derrière les moyens pour réussir, on va y arriver. La deuxième chose, je dirais, c'est vraiment organiser son temps et responsabiliser, alors que ce soit son mari, si on est marié, en concubinage, etc., et ou ses enfants, pour qu'ils participent aussi à la vie familiale. Je leur dis toujours, aux miens, on n'est pas dans un hôtel. Donc, on vit en communauté. Tout le monde participe. À hauteur, bien sûr, de son âge, etc. Mais tout le monde participe. Je vais pas vous faire votre lit. Vous vous débrouillez à faire votre lit. Si le lit est pas fait, vous vous couchez dans un lit qui n'est pas fait. C'est pas mon problème. Moi, le mien est fait. Voilà. Donc, t'es pas une maman poule ?
Sur ces aspects-là, non. Peut-être sur d'autres aspects, les sorties, etc. Mais sur cet aspect-là, non. J'essaye vraiment de les responsabiliser et je pense que on gagne vraiment beaucoup de temps si on arrête de vouloir tout faire à la place de nos enfants alors qu'ils sont capables et qu'ils ont envie. Donc ça, c'est un deuxième point. Un troisième point, effectivement, essayer de mettre de côté tous les voleurs de temps. Donc que ce soit les notifications, les emails, etc. Et se dédier à un temps où on se dit, là vraiment, on se focus sur la réponse de nos emails ou sur la réponse de nos WhatsApp. C'est pas grave si on répond pas dans les 3 secondes. Il faut aussi arrêter de penser que vite on a reçu un mail, donc vite, il faut répondre. Non, on peut avoir une demi-journée, une journée, 48 heures de délai entre le moment où on reçoit un mail et le moment où on y répond, même de la part d'un client. Et c'est compréhensible parce que notre client aujourd'hui, contrairement à un manager, il sait qu'on ne travaille pas que pour lui. Donc il sait qu'il y a un délai de réponse aussi acceptable. Bien sûr, on va pas mettre 3 semaines pour lui répondre, mais on sait qu'il y a un délai. Donc arrêtez de se mettre la pression. De se mettre la pression sur ça. Et puis, je dirais, comme tu l'as très bien souligné, lâcher prise. Lâcher prise sur certains aspects qui ne sont pas parfaits. C'est pas grave. En réalité, c'est pas grave si tout n'est pas parfait chez nous, si on n'a pas la plus belle maison, si on n'a pas la maison la mieux rangée. C'est pas grave tant qu'on y est confortable et que bien sûr on a envie de rentrer chez soi. Hein. Il faut quand même un minimum, je dirais syndical. Mais dans l'absolu, c'est pas grave en fait. Ouais. On se met beaucoup de pression nous les femmes sur le rangement, l'ordre, le nettoyage, etc. Finalement, ça n'embête que nous. Hein. C'est vrai qu'il faut savoir être zen, lâcher prise. C'est super important pour son mental parce qu'on peut pas tout gérer en fait. On peut pas être sur tous les fronts. Exactement. Et tu en as donné 4, le dernier. Le 5e, je dirais pourquoi pas faire participer aussi ses enfants à sa vie professionnelle. Moi aujourd'hui, mes enfants savent monter une vidéo par exemple. Mais non. Si. Enfin les grands, pas les petits. Hein. La petite de 5 ans, non, elle rêve de faire des vidéos avec moi parce que sa grande sœur fait des vidéos en fait tous les mois avec moi. Donc elle me dit maman, quand est-ce qu'on fait une vidéo ensemble? Je lui dis t'as que 5 ans donc on va pas encore commencer à parler de sujets un peu complexes. Mais les grands, par exemple, mon grand, c'est monter une vidéo et aujourd'hui d'ailleurs il est en 3e donc en 3e cinéma, spécialité cinéma. D'accord. Et il adore. Et je lui donne quelques tips. Et d'ailleurs, même aujourd'hui, c'est lui qui m'en apprend en me disant « Non, mais maman, là, tu peux mettre tel fond, tel truc. » Ah, ok, d'accord. Bon, bah, je fais. Ok. Donc voilà. Oui, tu les as un peu piqués à ton virus. En fait, tu les fais intéresser à ton travail. Exactement. Après... Leur expliquer qu'il y a des moments où maman est là, mais elle travaille. Et donc parfois ils veulent savoir où voilà je suis en train de monter une vidéo, je suis en train de faire une image avec Canva, etc. Je leur explique et du coup ils ont envie de faire par eux-mêmes. Donc je leur dis bah tiens la prochaine, après, tu vas la monter. On fait pas travailler les mineurs, hein. Non, l'idée non c'est. Attention, on reste dans le cadre de la loi, mais. Tout à fait. Mais les intéresser et en plus ça leur donne des compétences. Aujourd'hui, ce sont des compétences, en tout cas du digital, ce sont des compétences qui sont vraiment essentielles. On voit tous les youtubeurs qui sont sortis, etc. Bah, savoir monter une vidéo, par exemple, savoir faire une prise de son, savoir bien cadrer, avoir la lumière en face de soi, etc. C'est quand même des petites compétences qui peuvent leur servir plus tard. Comme aujourd'hui, on ne sait pas quels sont les métiers de l'avenir, puisqu'on a énormément de métiers qui n'existent pas encore aujourd'hui. Donc, on peut pas prédire que demain, nos enfants, ils seront caissiers, avocats, médecins, etc. Peut-être qu'ils seront un métier qui n'existe pas, très certainement. Donc, autant leur donner le maximum de compétences et partager avec eux. Là, on arrive presque à la fin de l'émission. Du coup, je vais peut-être te laisser le mot de la fin avec peut-être un dernier conseil qu'on pourrait donner aux femmes entrepreneurs, aux mompreneurs qui nous écoutent et même à toutes les personnes qui sont porteuses d'un projet ou qui se lancent dans l'entrepreneuriat, comme pour mieux vivre la conciliation de sa vie personnelle et de sa vie professionnelle. Quel serait ton dernier conseil ou peut-être le meilleur conseil qu'on t'ait donné au choix? Le conseil que je pourrais apporter en mot de la fin, c'est déjà faites ce qui vous fait vibrer chaque jour. Il n'y a rien de pire, je trouve, que de se lever le lundi matin en disant « Oh là là, encore une semaine de boulot, vivement vendredi ».
Si vous faites quelque chose qui vous fait vibrer, vous aurez plus l'impression de travailler. Moi, aujourd'hui, quand je travaille, j'ai pas l'impression de travailler. On dit pas à un peintre, par exemple, quand il fait ses tableaux, qu'il est en train de travailler. Pourtant, c'est son métier. Donc, faites quelque chose qui vous rend heureux ou heureuse dans la vie de tous les jours et qui vous fasse vibrer. On n'a qu'une vie, donc autant faire vraiment quelque chose qui nous plaise et ne pas avoir peur de se lancer. Enfin, c'est vraiment un point essentiel. Faites-vous confiance. Vous pouvez échouer, mais apprenez de vos échecs. Ne restez pas en attente et trouvez des solutions pour justement grandir de ces échecs et arriver à l'objectif ou à ce que vous souhaiteriez en termes de vie rêvée. Ne rêvez plus, mais faites. Mais de toute façon, c'est l'entrepreneuriat, que ça marche ou pas, c'est toujours une bonne expérience et qui peut toujours être transférable en termes de compétences dans le monde de l'entreprise. Tout à fait. Aujourd'hui, d'autant plus, en tout cas sur la partie community management, qui est la partie sur laquelle je forme mes mamans, c'est clair que demain, elles veulent retourner en entreprise avec une expérience de freelance en community management. Elles trouveront un poste sans aucun problème. Et justement, où est-ce qu'on peut retrouver l'actualité de Maman Digital? Où est-ce qu'on peut te suivre et retrouver? Le mieux, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Forcément. Donc, ça sur Facebook, sur Instagram et sur LinkedIn. Maman Digital au pluriel. Voilà, Maman Digital au pluriel. Sinon, sur notre site internet, maman-digital.fr. Mais je dirais, il est moins mis à jour que nos réseaux sociaux. Parce que bien évidemment, notre cœur de métier, c'est le community management. En tout cas, merci beaucoup Nathalie d'avoir été notre invitée. Je te dis à bientôt et bonne continuation pour Maman Digital. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via mes réseaux sociaux. D'ici là, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de l'entrepreneuriat au féminin. Merci. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le partager, à commenter, à liker et même encore mieux, à nous laisser 5 étoiles. Et pour ne rien rater, pensez également à vous abonner.